La licence Warhammer 40 000 est présente dans le jeu vidéo depuis le début des années 90. Elle a conquis à peu près tous les genres auxquels on aurait pu s'attendre, de la survie à la stratégie en passant par le tir. Elle a même déjà vu passer quelques FPS, dont Necromunda, qui avait beaucoup déçu malgré un certain respect de la licence. Ce qu'on n'a jamais eu, au désarroi de nombreux serviteurs de l'Empire, c'est un FPS rétro bien nerveux dans la veine de Doom, Quake et compagnie. Pourtant le monde ultra violent de 40 000 semble aller comme un gant au genre. Focus Home Interactive semble être d'accord, et s'est associé au développeur Orox pour produire Bolgun, un fast FPS à l'ancienne et sans concession. Il est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Switch. Voyons donc si cette licence et ce genre se mêlent aussi bien qu'on l'espérait. Avant de s'attarder sur l'esthétique, faisons un tour rapide par les options. Bonne nouvelle, toutes les options standards sont là, dont le réglage du FOV. On trouve même un sous-menu rétro avec des gadgets pas franchement indispensables, mais plutôt rigolos. Vous réglerez bien le jeu comme vous voulez, mais voici deux trucs avec lesquels faire attention. D'abord la pixelisation. Elle est mignonne mais pas représentative de ce que les graphismes auraient donné dans les années 90. Elle rend certains éléments du jeu difficiles à identifier sans bonne raison, donc allez-y mollo. Ensuite, l'occlusion ambiante. Encore une fois, elle n'est pas représentative de ce que recherche le jeu, et surtout, elle est bien trop intense. Elle réduit la vision au point de changer la jouabilité même du titre. Et on ne voit quasiment plus rien quand on est en arène ou sous l'influence de certains power-ups. Le style du jeu m'a immédiatement plu. Orox a créé une esthétique qui réussit trois choses à la fois. Rendre hommage aux classiques des années 90, créer leur propre identité visuelle, et adhérer à la direction artistique de la licence Warhammer 40 000. L'hommage est presque une petite supercherie, en quelque sorte. Le jeu a un look à mi-chemin entre celui du Build Engine, qui faisait tourner Duke Nukem 3D, et celui du Quake Engine. Or, le jeu tourne sur Unreal Engine 4, moteur moderne commercial capable de rendu infiniment plus réaliste. Et ça se sent un peu, car le jeu est un peu plus gourmand que ses visuels ne le laisseraient entendre. Comme si le moteur était presque trop gros pour le jeu. Bon, rassurez-vous, si ça tourne à 60 fps chez moi, ça tourne parfaitement sur n'importe quel PC moderne. Orox ne s'est cependant pas contenté d'imiter les vieux jeux, mais profite quand même de la puissance du moteur pour créer des environnements parfois très vastes et à la géométrie assez complexe. La plupart des niveaux sont de gigantesques bâtiments, tantôt d'inspiration gothique, tantôt industrielle, souvent un mélange des deux. Le tout dégage une aura à la fois solennelle et imposante, liant le sacré à l'utilitaire, comme seul l'Adeptus Mechanicus sait le faire. Alors oui, les décors sont peut-être un poil répétitifs. Mais ça ne me choque pas plus que ça étant donné le contexte. L'Empire est une organisation monolithique et industrieuse, fondée à la fois sur le respect de ses icônes et sur la nécessité de l'économie. Et si des assets sont réutilisés ad nauseam, en particulier ces conteneurs là, ils sont souvent recontextualisés par de nouveaux éléments, de nouvelles fonctions, de nouveaux éclairages. Ce que j'aurais aimé, c'est quelques environnements naturels supplémentaires, parce que ceux qui sont là sont assez réussis. J'aurais aussi apprécié de voir un peu plus de l'influence du chaos sur l'environnement, pour la même raison. La diversité est beaucoup plus présente chez les ennemis. Vous verrez des adversaires de toutes les formes, de toutes les tailles, de diverses couleurs. Des cultistes de base en multiples variétés aux 3 modèles de Marines du Chaos, en passant par les abominations fétides de Nurgle et les avatars de Tzench emplis de magie, c'est une vingtaine de monstres différents que vous serez amenés à purger. Chaque sprite a été confectionné avec un soin admirable. Les détails sont partout, du pixel art aux animations, et je me suis pris à tourner autour des nouveaux ennemis rencontrés pour les observer sous toutes les coutures, quitte à prendre quelques baffes au passage. Les armes ont bénéficié du même soin, et comme dans tout bon boomer shooter, elles font presque office de personnages à part entière. Non seulement elles sont superbes, mais certaines créent un précédent dans la représentation visuelle de l'armement de 40 000, ce qui fera plaisir aux fans. Bref, à part quelques options visuelles un peu mal calibrées, mais totalement optionnelles, Bolgun est magnifique en tout point, que ce soit en tant que représentant de la vague de Fast FPS actuelle, ou en tant qu'illustration de l'univers de Warhammer 40 000. La musique est évidemment de style metal, à la croisée entre gothique, indus et heavy.
Thématiquement, clairement c'est raccord. Elle accompagne le jeu de façon phénoménale, poussant le joueur de l'avant vers le massacre. En arène, elle devient très intense. Hors combat, elle devient plus discrète, parfois sombre, lancinante, pour laisser le joueur explorer en paix tout en maintenant une ambiance. Souvent, elle s'efface même totalement. Les musiques des menus sont bonnes aussi, mais adoptent un style bien plus proche du hard rock, qui selon moi fonctionne un petit peu moins bien. Chose peu commune, ce sont surtout les effets sonores qui m'ont frappé. Bien entendu, chaque ennemi est accompagné de ses propres sons, comme c'est la tradition dans le genre, et Boltgun compte certains des monstres les plus bruyants du genre. Leurs attaques et leurs cris inondent parfois la scène. Moi, j'adore, et identifier chaque son distinct au milieu du carnage est presque un jeu en soi. Pour d'autres, ce sera peut-être un peu extrême, et même en étant hyper concentré, il peut être assez difficile de suivre l'action à l'oreille dans le vacarme des combats. Surtout que les ennemis n'ont pas de cri d'activation, comme dans d'autres FPS rétro, donc il faudra rester vigilant. Ce sont les sons des armes qui m'ont le plus impressionné. Les tirs sont puissants, les impacts sont lourds et chaque action occupe l'espace. Ce que j'aime le plus, c'est le rendu mécanique des sons, totalement en phase avec les technologies analogiques utilisées par l'Empire. Le souci du détail ne s'arrête pas là et va jusqu'au joueur lui-même. L'armure n'a pas été oubliée et chaque pas est appuyé d'un choc sur le sol qui s'intensifie à la course et encore après un saut. Même l'action d'accrocher un rebord est accompagnée d'un son bien lourd. On a bel et bien l'impression de porter une armure d'1 tonne et donc de jouer le demi-dieu capable de la porter. Un dernier élément à la fois totalement superflu et parfaitement évident vient achever cette sensation d'incarner un véritable Space Marine. Les provocations. Vous pouvez à tout moment crier votre haine des hérétiques et des démons. Ça sert strictement à rien, c'est juste pour déconner et pour l'ambiance. Qu'on soit bien clair, l'histoire est ici un prétexte. Mais pas que. Pour faire simple, une activité démoniaque a été détectée sur le monde de Graia. L'Adeptus Mechanicus, groupe chargé de la fabrication d'une grande part des équipements de l'Empire des Hommes, a été décimé sur la planète. Un contingent de Space Marine est envoyé sur place, l'atterrissage se passe mal, et vous êtes le seul survivant. C'est donc à vous, Malum Kaedo, vétéran de la Standguard des Ultramarines, de bannir les forces du chaos, déjouer leur plan et refermer la faille par laquelle ils se sont infiltrés. Ce qui est cool, c'est que cette histoire au demeurant très simple s'inscrit dans la continuité de celle du jeu Space Marine paru en 2011 ? Non. Oh putain, Space Marine a 12 ans. Oh merde. Bref, ça veut dire que cette continuité est plus ou moins officielle, surtout avec Space Marine 2 à l'horizon. Ça veut aussi dire que Games Workshop prend aujourd'hui les jeux vidéo de la licence très au sérieux. En revanche, le jeu prend quelques petites libertés avec l'échelle de puissance de 40 000. Par exemple, vous serez amené à détruire plusieurs grands immondes, ainsi qu'un certain nombre de ducs du changement. On parle ici de démons parmi les plus puissants de l'univers 40 000, qu'un seul Space Marine ne devrait probablement pas suffire à tuer, aussi doué et expérimenté soit-il.
Mais bon, c'est un petit écart que même les fans de la licence ont globalement concédé au jeu, en vertu du genre auquel il appartient. Encore une fois, un rapide tour par les options s'impose, et on sera ravi de constater que tout est réglable, de la sensibilité de la souris au paramétrage de toutes les touches. On propose même un gameplay à la manette avec plusieurs configurations, sûrement pour dénicher les hérétiques qui auraient le mauvais goût d'utiliser cette option sur PC. Pour un jeu d'inspiration ouvertement rétro, Boltgun offre quand même une variété de mouvements assez impressionnante et moderne. Votre clic droit, ou gâchette gauche, vous permet d'utiliser votre fidèle épée tronçonneuse. Elle cible l'ennemi et vous lance à son contact, faisant des bonds assez prodigieux au passage. Après ça, bourrez le clic jusqu'à dépecer la bête vivante. Attention par contre, ça n'interrompt pas l'action, donc utilisez ça de préférence sur un ennemi assez faible, ou pour achever de gros ennemis bas en vie qui deviennent plus sensibles à cette attaque. La tronçonneuse est l'une des armes de mêlée les plus fun que j'ai jamais vues, et bien plus efficace que ce qu'on trouve dans la plupart des jeux du genre. C'est un régal. En mêlée toujours, vous avez aussi la possibilité de foncer en avant, bousculant les ennemis qui vous barrent la route. Ça suffira même à écraser d'un coup les ennemis les plus faibles. Et ce sont là vos deux capacités de déplacement. Il n'y a pas de pas latéral. Se dégager un chemin dans Boltgun, c'est foncer vers un autre danger, et je trouve ça plutôt cool. Vous inquiétez pas, on bouge quand même assez vite pour esquiver la plupart des coups. Vous avez sinon une dernière option offensive encore plus moderne, celle des grenades rapides. En 3 variétés. Une grenade à fragmentation classique, une grenade crack plus puissante avec une zone d'effet plus réduite, et la sacro-sainte grenade vortex, l'arme la plus puissante du jeu. Elle déchire les ennemis de l'intérieur en les verrouillant sur place, avant d'exploser dans une gerbe de tripes et de sang. Regardez cette petite merveille réduire à néant un duc du changement. C'est juste grandiose. Cette grenade est toujours cachée. Elle ne peut être utilisée que dans le niveau où vous l'avez trouvée. Après, elle disparaît. Donc dépensez-la bien, mais surtout, dépensez-la. Pour le reste des armes, Aurochs a pris un parti intéressant. Prendre toutes les armes puissantes. Même votre bolter, l'arme de base, reste jouable tout au long de l'histoire. Elles sont aussi toutes très fun à jouer. Je vais pas faire le tour, mais voici mes préférés. Le bolter lourd, normalement monté sur un véhicule dans le lore, et que même votre brute de Space Marine met un peu de temps à soulever. C'est simple, ça déchire tout. En continu. Et il n'utilise d'ailleurs pas le chargeur, ce qui en fait une arme sûre pour explorer les nouvelles zones. Le Meltagun, à mi-chemin entre Super Shotgun et Railgun, traverse plusieurs ennemis à courte ou moyenne portée et fait des dégâts monstrueux. Le fusil à plasma ressemble beaucoup à celui de Doom, mais uniquement sur le plan visuel. En fait, c'est plus un lance-roquette énergétique à répétition. Attention, si vous tirez trop vite, il peut vous cramer les pattes. Le Grav Cannon, votre arme ultime, retourne la masse d'ennemis contre lui-même et génère un trou noir qui aspire les ennemis proches dans sa zone de dégâts. Et bien sûr, le fusil à pompe. Et alors, ce pompe transforme les cultistes et les nerdlings en purée de tomates. Et les démons bleus aussi. Allez, one shot. Ouais, c'est ça, alignez-vous bien là. Et toi, toujours envie de te relever, champion de mes deux? Non? Il me semblait bien. Bref. Passons aux items. On a les classiques bonus de vie et d'armure, en différentes quantités, en différentes tailles, ainsi que des munitions. Ces 3 types de pick-up sont partout. Vous en trouverez à tout moment, beaucoup plus que vous n'en aurez jamais besoin. Parce que l'enjeu n'est pas là en fait. Dans Boltgun, l'enjeu est de réussir à trouver ce dont vous avez besoin dans l'instant face à des ennemis capables de faire fondre votre jauge de vie. Surtout en arène. Et c'est hyper fun. Les items sont placés très intelligemment et mettent à l'épreuve votre mémoire et votre gestion de l'espace de façon très stimulante. Au-delà de ça, le jeu contient des tonnes de power-up à l'ancienne. Tous temporaires, mais tous fun. Mes préférés sont probablement les chargeurs spéciaux, qui améliorent votre boltgun de base le temps de vider le chargeur en question. Ils peuvent améliorer sa cadence de tir, rendre les tirs perçants ou leur donner une zone d'effet. J'aime aussi beaucoup l'esprit de la machine, qui améliore l'arme que vous portez en le ramassant jusqu'à la fin du niveau en cours. J'ai en revanche beaucoup moins aimé l'aura du fléau et la doctrine d'assaut,
Parce que bizarrement, je n'apprécie pas quand un power-up me tartine mon écran avec un effet visuel dégueulasse qui m'empêche d'en profiter. Sérieusement, amis développeurs, arrêtez de faire ça. Personne n'aime ce genre d'effet. Jamais. Pour finir d'apporter un petit peu de piquant au combat, Boltgun adapte une mécanique du jeu de plateau. Dans le jeu de plateau Warhammer 40 000, les attaques et les défenses des unités ont des valeurs numériques. Pour simplifier, si la force d'une attaque est supérieure à la défense de l'unité ciblée, alors les chances de toucher augmentent. Inversement, une défense plus élevée augmente les chances d'éviter le coup. Boltgun reprend ce système, mais remplace les chances de toucher par des dégâts. Par exemple, si l'ennemi a une défense de 4 et mon arme une attaque de 5, les dégâts de mon arme sont augmentés. Et vous feriez bien de faire attention aux armes que vous utilisez, parce que certains ennemis ne se feront pas prier pour vous punir en cas d'erreur. Je pense bien sûr en particulier à ceux-là, les aspirants, qui vous chargent sans relâche et vous percutent comme des camions lancés à pleine balle. Ces enflures ont l'audace de se relever à moins que vous fassiez exploser leur cadavre. Mais si vous y allez à l'explosif, ils vous explosent à la tronche. Donc il faut choisir une arme qui les fera exploser juste après leur première mort, mais sans utiliser d'explosif. Et il faudra la sélectionner avant qu'ils montent en contact. Mais je les aime encore bien, parce qu'ils sont intéressants. Si vous voulez des ennemis à problème, il y a les Nurglings. Ils vous encerclent et vous envoient des boules de poison qui font bien trop de dégâts, bien trop rapidement. C'est pas insurmontable, mais c'est pas toujours très fun. Enfin, pas insurmontable. Du moment qu'ils n'ont pas été invoqués par ces saloperies de grands immondes. Ce boss, que vous aurez le plaisir d'affronter 3 fois, pond des Nurglings sans cesse, et visiblement sans limite de nombre, tant que vous ne l'avez pas tué. Or, c'est l'ennemi le plus résistant du jeu. Il est insupportable, et c'est lui qui me fait passer la difficulté de difficile à normal à la fin du 2e chapitre. Et même là, je ne l'ai vaincu sur son premier combat que parce que j'ai abusé d'une plateforme en hauteur pour l'abattre depuis une safe zone. Les Nurglings ne pouvaient pas m'atteindre. Honnêtement, je crois que c'est un des pires designs de boss que j'ai jamais vu. Entre son tanking, ses attaques ultra punitives et le spam d'invoque, il fait tout ce qu'on peut détester d'un boss, et son design est juste chiant et paresseux au possible. D'ailleurs, j'ai un petit souci avec les boss de manière générale. Il y en a 3. Le duc du changement, le grand immonde et le sorcier du chaos. Or, plutôt que d'en faire des combats épiques au design un peu poussé et unique qui concluraient chacun des chapitres en beauté, Aurochs a simplement fait d'eux de très gros ennemis, très résistants, avec des attaques très puissantes. Ils ont de la gueule mais deviennent franchement moins intéressants au fur et à mesure que vous les affrontez, posés comme ça au milieu du niveau. J'ai aussi un petit problème avec le design de quelques niveaux. Dans leur tentative de rendre hommage aux structures monumentales de l'univers Warhammer 40 000, les développeurs se sont parfois un peu emportés. Certains niveaux sont trop grands, trop complexes, trop tordus, et juste mal foutus. J'aime bien explorer, fouiner et chercher des secrets, mais j'aime beaucoup moins tourner en rond un quart d'heure avant de retrouver le chemin principal. Et là, c'est pas mon sens de l'orientation qui est en cause. Beaucoup de joueurs ont visiblement le même problème. Mais on va pas se mentir, une automap aurait bien aidé. Ça me tue, vraiment, qu'un jeu qui fait un clin d'œil aux années 90 toutes les 5 secondes n'ait pas eu le bon sens d'inclure une carte alors que c'était juste standard à l'époque. En plus, le cerveau-crâne qui vous accompagne aurait pu justifier ce soutien technique plutôt que juste se foutre de la gueule du joueur un peu paumé. Vous devrez aussi parfois purger une arène de ses ennemis avant d'avancer. Alors ça, c'est plutôt fun. Mais les espaces créés pour l'occasion sont parfois un peu exigus. On a alors bien du mal à trouver la place nécessaire pour bouger et viser entre les murs, les ennemis et les obstacles. Ces arènes sont aussi un peu trop courantes. Certains niveaux en sont faits à 50% et ça devient un petit peu saoulant. Ces petits couacs de level design ne concernent heureusement que quelques niveaux sur tout le jeu. Un autre problème, qui est lui présent durant toute la partie, c'est la faiblesse du retour audiovisuel sur les coups reçus. Certaines attaques ennemies sont silencieuses et les symboles à l'écran peuvent passer inaperçus dans le feu de l'action. Il est très difficile de se faire une idée de la quantité de dégâts qu'on prend, et lorsque l'écran devient rouge, c'est qu'il est probablement déjà trop tard. Heureusement pour Boltgun, ses qualités sont globales et ses défauts sont pour la plupart très ponctuels. C'est quasiment que du fun avec quelques frustrations à dépasser. Concernant la longévité, le jeu dure entre 8 et 10 heures. Peut-être 15 si vous voulez tout faire et trouver tous les secrets. La plupart étant d'ailleurs une simple affaire d'exploration.
Arrivé à la fin de Boltgun, c'est simple, j'en voulais plus. Et ça tombe bien, la cinématique de fin semble indiquer une suite potentielle. Alors voilà, moi je veux des niveaux un peu mieux construits et un peu plus lisibles, un peu moins d'arènes, une automap comme au bon vieux temps, moins de spam de petits monstres chiants, des vrais boss épiques et intéressants, et un retour audiovisuel plus clair sur les dégâts. Et avec ça, on atteindra la quasi-perfection que Boltgun a si souvent touché du doigt. En attendant, je vais peut-être bien partir à la chasse au dernier secret, alors à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.